Ce week-end, la F1 se rendra à Las Vegas pour un Grand Prix qui fait de nombreux sceptiques. Malgré un décor unique et des monoplaces qui débouleront à 350 km/h sur le célèbre strip, le tracé est plus que discutable. Mais la Formule 1 a déjà fait pire et au même endroit. Un Grand Prix sur un parking, littéralement. Au début des années 1980, les promoteurs de la Formule 1 ont une idée fabuleuse, ou du moins fabuleuse dans leur esprit. Faire rouler des Formule 1 à Las Vegas et même mieux, organiser un Grand Prix autour du Caesars Palace. Cette idée provient notamment de Bernie Ecclestone, président de l'association des constructeurs, la FOCA, qui détient le pouvoir économique en Formule 1. Il voulait multiplier les Grands Prix aux États-Unis pour toucher un nouveau marché, avec si possible des courses en ville afin d'assurer du spectacle et forcément derrière de signer des gros contrats avec des partenaires très importants. Et forcément à Las Vegas, c'est bingo. Comment ça? La Formule 1 est européenne et organiser la finale du championnat du monde à l'autre bout de la planète un samedi à 23 h serait une mauvaise idée? Mais vous ne comprenez rien, Las Vegas c'est le spectacle, c'est la fête, c'est les gros contrats aussi. En tout cas, le célèbre Caesars Palace adore l'idée et s'achète son propre Grand Prix de Formule 1 pour la modique somme de 7 millions de $. Il est temps de bien changer. La saison de Formule 1 était donc ouverte en ville aux États-Unis sur le circuit de Long Beach et serait clôturée de la même manière, mais cette fois à Vegas. Ça claque, non? Oui, bon, ça claque sur le papier. Maintenant, faut voir la réalité du terrain, et c'est pas très joli. Le circuit du Caesars Palace est-il le pire circuit de l'histoire de la Formule 1? Je ne prétends pas avoir la réponse, mais je pense en tout cas que la question mérite vraiment d'être posée. En effet, s'il y a bien une chose que l'on déteste dans la F1 moderne, ce sont les circuits dits parking, ces tracés où il n'y a ni herbe ni dégagement en gravier, où la piste est seulement délimitée par 2 lignes blanches sur de l'asphalte et où forcément les erreurs ne sont absolument pas pénalisées et en général on a assez peu de spectacles. Le meilleur exemple récemment était le circuit de Sochi que l'on a adoré détester, même si récemment celui de Miami fait un très beau concurrent. Sauf qu'à Las Vegas, le circuit était littéralement dessiné sur un parking, le parking du Caesars Palace. Donc on a juste pris un espace vide sur lequel on a tracé des lignes blanches et on s'est dit, ça fait un circuit. Bon déjà on est plus proche d'une piste de karting qu'autre chose, c'est ridiculeusement petit, mais surtout ça ne ressemble à rien. Ligne droite, demi-tour. Ligne droite, demi-tour, ligne droite. Le challenge en matière de pilotage est vraiment très faible. Des murs ont été placés là seulement pour délimiter le circuit. Et il y a assez peu d'opportunités de dépassement parce qu'on enchaîne surtout des mini-lignes droites où on ne peut même pas différencier les trajectoires. Et un circuit globalement très lent. En 1982, la pole position est enregistrée à 172 km/h de moyenne contre 236 à Monza 2 semaines plus tôt. On le voit bien en caméra embarquée, ce circuit n'est pas du tout adapté aux Formule 1, il est bien trop étriqué et visuellement d'ailleurs à la télévision ça ne donne absolument rien, les images sont assez moches. Et en piste, ce n'est guère mieux, les pilotes se plaignent de la poussière et des blocs de béton qui leur empêchent d'avoir une bonne visibilité dans les virages, ce qui est accessoirement très dangereux. Autre aspect important à l'époque, les voitures tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui n'était pas du tout habituel et donc forcément les muscles du cou sont bien plus sollicités, ce qui va surtout faire de cette course une épreuve de résistance physique. Vous le comprenez bien, les instances ont donc voulu faire un Grand Prix à Las Vegas pour faire un Grand Prix à Las Vegas sans vraiment penser aux réalités de la course derrière. Bref, avant même que l'on évoque les 2 Grands Prix en question, vous comprenez déjà pourquoi il n'y en a eu que 2. Aussi difficile que ce soit pour moi de vous le dire, les 2 Grands Prix de Las Vegas ont bel et bien marqué l'histoire de la Formule 1 puisqu'ils ont couronné 2 champions du monde, 2 noms bien connus dans l'histoire de la Formule 1 au terme de 2 saisons complètement folles. 1981 tout d'abord, un an après le premier sacre de l'écurie Williams avec Alan Jones, son coéquipier Carlos Reutemann se présente en tête du championnat à Vegas, mais l'issue est plus qu'indécise puisque l'Argentin ne dispose que d'un seul point d'avance sur un certain Nelson Piquet, le père de celui qu'on a vu dans la vidéo du Crashgate. Et la situation est en fait plutôt favorable au pilote Brabham qui est progressivement revenu sur son rival lors des derniers Grands Prix. Un Carlos Reutemann qui est assez isolé au sein de son écurie. Il se plaint d'être défavorisé au profit de son coéquipier dans une équipe Williams qui surtout ne prête aucune attention au championnat des pilotes. Tout ce qui compte, c'est le championnat constructeur. Il a déjà été acquis.
autant vous dire que ça n'intéresse pas vraiment Frank Williams qui va se dérouler ce week-end à Vegas, tandis que de son côté, Nelson Piquet dispose du soutien inconditionnel de son patron, un certain Bernie Ecclestone. Oui, à l'époque on pouvait être patron d'écurie et patron de la FOCA, c'était pas un problème. Mais en qualification, c'est bien Reutemann qui signe la pole position après s'être accroché avec Piquet. C'est un petit peu fou en qualification. Le Brésilien n'est lui que 4e sur la grille. Il souffre du dos à ce moment-là. Rien à voir avec l'accrochage, mais il est plutôt réputé pour ne pas être très résistant physiquement. Sur la grille de départ, les observateurs témoignent toutefois de la tension chez le poleman qui se plaint de problèmes sur sa monoplace, tandis que Nelson Piquet est plus tranquille, parfaitement entouré par toute son écurie. Bon, ça ne changera rien, les deux s'élanceront très mal et seront 5e et 8e à l'issue du premier tour. Très vite, cette course devient un joyeux bazar. Plusieurs accrochages et surtout pas mal d'abandons sur des problèmes mécaniques. La fiabilité est mise à rude épreuve et moins de la moitié des pilotes présents au départ verront le drapeau à damier. Reutemann et Piquet sont en telle difficulté en début de course que l'on pense un temps que Jacques Laffite, outsider total, peut leur ravir la couronne mondiale. Mais dans le 18e tour, à l'aborde du dernier virage, Piquet retarde son freinage et prend l'avantage sur Reutemann. Le Brésilien vient de s'emparer du titre. La Williams va alors glisser dans le classement jusqu'à terminer en dehors des points, tandis que Piquet tient du bout des bras sa 5e position. Au bout de la douleur, malgré des derniers tours très difficiles où il a même vomi dans son casque, Nelson Piquet devient finalement champion du monde. Image cruelle, les mécaniciens de chez Williams célèbrent la dernière victoire d'Alan Jones et se désintéressent totalement de Reutemann, complètement isolé, furieux, mais surtout abattu. Le circuit, quant à lui, malgré la dramaturgie, n'a absolument pas convaincu. Il aura tout de même une seconde chance en 1982. Un an plus tard, la situation est bien différente, même si on retrouve toujours une Williams en tête du championnat. Je reviens pas sur cette saison 1982 qui est absolument folle et sur laquelle on se repenchera forcément. Ce que vous devez savoir pour aujourd'hui, c'est que Keke Rosberg attaque cette dernière manche en tête du championnat et il fait face à une concurrence absolument décimée. Son plus proche rival mathématiquement est Didier Pironi, 5 points derrière, mais celui-ci ne pilote plus depuis 5 Grands Prix et son terrible accident au Grand Prix d'Allemagne alors que le titre lui tendait les bras. Il n'y a en fait plus que le pilote McLaren John Watson qui peut priver Rosberg du titre, mais pour cela il faudrait qu'il s'impose et que Rosberg ne marque pas de points. C'est assez improbable. En qualification, les prétendants au titre ne sont pas franchement à la fête puisque les Renault monopolisent la première ligne devant la Tyrrell de Michele Alboreto. Rosberg est quant à lui 6e, Watson 9e. Tombé 11e au départ, le vaillant Britannique ne compte pas baisser les armes de sitôt et part à l'assaut. Le Finlandais quant à lui a fait un choix de pneumatique plutôt conservateur, il veut juste assurer son titre. Dépassement après dépassement, Watson se retrouve dans les échappements de Rosberg qu'il dépasse au 15e tour. Sans difficulté, Watson attaque, mais Rosberg assure. La très belle deuxième place du pilote McLaren n'y peut rien, c'est bien cette fois un pilote Williams qui est titré à Las Vegas. Soudainement propulsé leader de l'écurie championne du monde en titre en début de saison, Keke Rosberg a su profiter des très nombreuses opportunités en cette saison 1982 pour décrocher le titre avec seulement une victoire à son actif, mais il faut lui accorder le fait d'avoir été extrêmement régulier tout au long de la saison. Clap de fin pour Las Vegas avec un Michele Alboreto qui offre ce jour-là sa première victoire à Tyrrell depuis 4 ans, devenant alors le 11e vainqueur en seulement 16 courses en 1982. Ce circuit parking n'aura lui définitivement pas convaincu et tombe dans les oubliettes de la Formule 1. Ainsi s'achève l'histoire du Grand Prix du Caesars Palace, tel qu'il faut le nommer. Ce week-end, la Formule 1 est de retour à Las Vegas. Malheureusement, on ne suivra pas la course ensemble en direct, puisque pour nous Européens, c'est un dimanche à 7 h du matin. Mais en revanche, on se retrouve dès mercredi prochain à 18 h pour en faire le débriefing. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!